la première moitié, c'était, je voulais reprendre des concepts nécessaires à la présentation de la radio logicielle. Et donc, j'ai conclu sur la manipulation des nombres complexes. Donc, je pense que vous avez compris maintenant que I et Q représentent les deux composantes du signal qui asymétrise le spectre en définissant si la partie imaginaire quadrature est en avance ou en retard sur la partie identité. Alors, dans mes transparents, j'ai écrit que l'amplitude est à peu près égale à I carré plus Q carré et la phase est à peu près égale à arctangente de Q sur I. Alors, pourquoi j'ai mis des à peu près alors que si I et Q sont des grandeurs en quadrature, ces valeurs sont exactes? Alors, en fait, la difficulté, c'est que en réalité, le signal les détecteurs IQ ne sont pas nécessairement parfaits. Un détecteur IQ est un composant physique avec son oscillateur local, avec son déphasage de 90 degrés. Et le problème, j'ai mentionné par exemple qu'un déphasage de 90 degrés peut être introduit par une ligne à retard d'un quart de la longueur d'onde. Et le problème, c'est que peut-être que vous n'êtes pas exactement en quadrature et peut-être que les deux oscillateurs locaux ne sont pas exactement à la même amplitude, c'est-à-dire avant et après quadrature, on a peut-être perdu un peu en amplitude. Et donc, j'ai mis ici le à peu près parce que ce signal qu'on a reçu sur l'antenne, avec sa composante amplitude, fréquence et phase qui porte les différentes informations qu'on transmet sur la porteuse, donc en modulation d'amplitude, en modulation de fréquence et en modulation de phase, c'est-à-dire les grandeurs qu'on cherche à extraire de la porteuse, cette information intermédiaire qui porte l'onde radiofréquence pour multiplexer le spectre et avoir des dimensions d'antenne commensurables avec les applications qui nous intéressent. Eh bien, ce décalage IQ, ce détecteur IQ, s'il n'est pas parfait, il va rendre la détection de ces grandeurs peut-être plus complexe. C'est-à-dire que si cosinus de x plus 90 degrés n'est pas exactement égal à sinus parce que le 90 degrés n'est pas exact, parce qu'il y a peut-être une petite phase en plus du 90 degrés, alors on va avoir des défauts sur la détection IQ. Et donc en pratique, idéalement vous voudriez avoir un I et Q idéaux à cosinus oméga t, à sinus oméga t, et dans la pratique, vous allez avoir quelque chose qui est un I expérimental, qui est un cosinus oméga t avec un résidu de phase qui est l'erreur à 90 degrés du déphasage, et puis peut-être que vous aurez un petit défaut d'amplitude entre I et Q. Et donc en fait, en pratique, vous vous retrouvez avec des défauts par rapport à l'objectif idéal. Alors, pourquoi je mentionne ça ? Parce que ça vous montre encore un bénéfice de la radio logicielle par rapport à une implémentation matérielle. Là, je vous parle d'un détecteur IQ matériel, c'est-à-dire avec ses défauts expérimentaux qui sont que, alors ça, si vous regardez dans la littérature anglophone, ça s'appelle IQ imbalance, c'est-à-dire qu'on a une erreur de phase et une erreur d'amplitude. Alors, comment vous pouvez régler ce problème de IQ imbalance ? Voici un exemple. Alors, quand je vous dis que ce que je vous montre, c'est extrêmement riche, vous pouvez recevoir avec la radio logicielle un satellite spatial qui a été lancé, un satellite qui est un radar spatial qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne, qui s'appelle Sentinel, et qui peut-être intéressant parce que c'est quelque chose qui vous donne une autonomie en termes de gestion de ressources et d'observation de l'environnement. Ces données sont librement disponibles sur le site web de l'Agence spatiale européenne, sur l'ESA. Et en fait, quand vous regardez la documentation de Sentinel, on vous explique que tous ces problèmes donc bien sûr, Sentinel est un radar spatial qui transmet vers le sol le flux de données IQ qu'il a observé. C'est un signal radiofréquence. Il ne fait pas de la communication, mais il observe les propriétés de réflexion du sol quand ils sont illuminés par une onde électromagnétique. Et donc, ce sont ces mêmes grandeurs IQ qui sont transmises depuis le satellite vers le sol pour observer les réflecteurs ou les différents objets qu'on veut voir au sol. Et par rapport aux anciens radars qui
était muni de détecteurs IQ analogiques, c'est-à-dire avec un déphaseur de 90 degrés et un mélange en cosinus et en sinus, et qui était handicapé par ces erreurs de quadrature entre I et Q. On vous explique dans la notice de Sentinel que vous pourrez trouver sur Internet que dans Sentinel-1, eh bien, la détection IQ ne souffre pas de ces défauts habituels d'orthogonalité de I et Q parce que l'échantillonnage s'est fait dans le domaine numérique. Alors comment se fait-il qu'un radar spatial soit capable d'échantillonner dans le domaine numérique? Alors je trouve ça intéressant de regarder comment l'agence spatiale a conçu Sentinel-1. En fait, Sentinel-1, c'est un radar qui émet à 5,4 GHz. Donc en fait, 5,4 GHz, c'est beaucoup trop haut pour être échantillonné par des convertisseurs analogiques numériques qui devraient travailler à plus de 10 GHz. Et donc, en fait, ce que fait Sentinel, ils font une première transposition en fréquence par un simple mélangeur. Donc, en fait, Sentinel émet un signal à 5,4 GHz et sur son étage de réception reçoit le signal à 5,4 GHz et le transpose vers une fréquence plus basse par un mélange avec un oscillateur local. Mais alors qu'en radio, vous auriez l'habitude de dire on va mettre un oscillateur local à 5,4 GHz pour se ramener en bande de base, autour de 0 Hz, eh bien dans Sentinel-1, ils ont volontairement décalé l'oscillateur local qui reçoit le signal pour le déplacer de 100 MHz. Donc en fait, l'oscillateur local qui est ici, il n'est pas à 5,4 GHz la fréquence émise, mais il est à 5,3 GHz. C'est-à-dire, on va volontairement placer l'information, et vous voyez que j'ai exprès fait un spectre asymétrique pour bien mettre en évidence le fait qu'il y a une partie de l'information à gauche et une partie de l'information à droite de la porteuse, et on va ramener ce signal par mélange avec 5,3 GHz de 5,4 GHz à 100 MHz. Et le contenu informatif du radar, la bande passante du radar, elle est de l'ordre de 70 MHz. Donc en fait, elle est de moins des 100 MHz qu'on a ramené ici. Donc vous voyez que le spectre, en fait, il est décalé par rapport à 0 Hz. Et comme c'est un mélangeur unique, le signal réel qu'on a acquis sur l'antenne, en sortie, c'est un signal réel, puisque j'ai fait simplement un mélange. Ce n'est pas un détecteur IQ, ici c'est un vrai mélange analogique. Donc ce signal réel présente un spectre pair, puisque la partie des fréquences négatives est le complexe conjugué de la partie des fréquences positives. Donc ce signal qui était à 5,4 GHz, par un mélange, j'ai fabriqué le signal à 100 MHz, qui est la différence 5,4 moins 5,3 GHz, et c'est un spectre pair parce qu'il est un signal réel. Et qu'est-ce que je vais faire? Ce signal réel qui est pair, il est échantillonné à 300 mégaéchantillons par seconde. Donc sur le satellite, il y a des convertisseurs analogiques numériques à 300 mégaéchantillons par seconde. Et grâce à ça, on peut numériser toute cette bande de 300 MHz, y compris le contenu informatif qui a été transposé de 5,4 GHz à 100 MHz et son image à moins 100 MHz. Et une fois qu'on a fait cette transposition, on va refaire une deuxième transposition de fréquence des 100 MHz. Donc on va ramener le signal qui était à l'époque autour de 100 MHz, on le ramène autour de 0 Hz, qui veut dire la bande de base qui va nous permettre de traiter le signal. Et le signal qui était à moins 100 MHz, il se retrouve autour de moins 200 MHz. Et en fait, par repliement, comme on vient de le voir à l'instant, le signal qui dépasse avant les moins 150 MHz, il se retrouve dans les fréquences positives. Mais ce n'est pas grave, parce qu'ici, on va mettre un filtre passe-bas qui va sélectionner uniquement la composante qui était à l'époque à plus 100 MHz, et on va conserver ce signal. Quel est l'intérêt de cette double transposition de fréquence? C'est que la deuxième transposition de fréquence autour de 100 MHz vers la bande de base, on l'a fait numériquement. C'est quoi une transposition de fréquence numérique? Vous avez acquis des échantillons, un signal. Ce signal que j'ai noté ici, alors ça c'est une syntaxe de type MATLAB ou Octave, vous pouvez faire la même chose avec Python. J'ai acquis un signal réel, et ce signal réel, je veux le transposer en fréquence. Comment je fais pour transposer en fréquence? Je multiplie par exponentielle de j oméga t, c'est-à-dire de j 2 pi ft, et t, cette fois-ci, c'est un signal qui a été échantillonné, numérisé par le convertisseur analogique numérique, donc le temps, t, c'est un vecteur qui va de 0 au nombre d'éléments que j'ai échantillonné moins 1, c'est-à-dire que j'ai le nombre d'éléments du signal qui est ici,
qui s'incrémente par pas de 1 sur fs, 1 sur la fréquence d'échantillonnage. Donc le temps des signaux échantillonnés, c'est le nombre d'éléments divisé par fs, ça me donne un axe des temps. Je peux fabriquer numériquement un oscillateur local exponentiel de J2πft, c'est-à-dire une représentation de l'oscillateur local numérique. Et si je prends le signal en sortie de convertisseur analogique numérique réel multiplié par cet oscillateur local complexe, je récupère un signal complexe qui est cet élément-là, avec ces deux images de part et d'autre de la représentation que je désire conserver, et par filtrage passe-bas, tel qu'on vient de le voir à l'instant, je vais pouvoir conserver uniquement cette composante spectrale que je veux exploiter. Quel est le bénéfice d'avoir fait cette double transposition de fréquence? C'est qu'après la conversion analogique numérique, cette expression mathématique de l'oscillateur local, quand j'écris exponentielle de J2πft, ça c'est quelque chose de parfait. C'est-à-dire qu'en fait, exponentielle de J2πft, c'est-à-dire cosinus de 2πft plus J sinus de 2πft, c'est quelque chose qui est exactement en quadrature et d'amplitude unitaire, puisque c'est une expression mathématique. Donc il n'y a pas cette erreur d'amplitude et de phase que vous avez avec un détecteur IQ analogique. Donc, pourquoi Sentinel-1 n'a pas besoin de faire de correction de EQ imbalance? Parce qu'ils ont fait une première transposition de fréquence analogique polluée des effets, mais comme c'est un unique mélangeur avec un unique oscillateur, il n'y a pas de imbalance puisque je prends le signal et je le ramène proche de la bande de base, mais pas en bande de base. Je le ramène proche de 0 Hz, mais un petit peu décalé. Et cette seconde conversion de la fréquence intermédiaire vers la bande de base se fait après numérisation, c'est-à-dire avec une expression mathématique qui n'est pas affectée de cette EQ imbalance, c'est-à-dire cette erreur d'amplitude et de phase. Alors, je vous donne cet exemple sur Sentinel, qui est le radar spatial de l'Agence spatiale européenne. Et puis, ça peut peut-être vous intéresser, il existe un analyseur de réseau vectoriel, c'est un petit projet que vous trouverez sur Internet qui s'appelle le NanoVNA. Alors le NanoVNA, c'est très intéressant, c'est un analyseur de réseau vectoriel, donc un outil de caractérisation de signaux radiofréquences qui marche à peu près jusqu'à 200 MHz, qui coûte une petite centaine de dollars, c'est pas gratuit, mais c'est pas très très cher. Et en fait, c'est très intéressant parce que ce NanoVNA, on peut se dire, si ça coûte une centaine de dollars, c'est qu'il est très mauvais. Et en fait, j'en ai acheté un et je l'ai caractérisé et il marche vraiment très très bien. Il me fait des mesures d'une excellente qualité. Et comment fait-il cette excellente mesure? Il utilise exactement ce principe. C'est-à-dire, en fait, il fait une double transposition, une première transposition grossière de fréquence pour se ramener près de la bande audio-fréquence, mais un petit peu à côté. Ils échantillonnent le signal qui est à 10 kHz de la fréquence qu'on veut analyser par un microcontrôleur, et ils refont une deuxième transposition de fréquence numérique qui les affranchit de l'effet de l'erreur entre I et Q, de l'erreur de quadrature. Et du coup, ce petit instrument relativement peu coûteux, il coûte à peu près un dixième ou un centième d'un instrument professionnel, arrive à faire d'excellentes mesures grâce à cette double transposition de fréquence. Donc c'est pour ça que je voulais vous mentionner que la richesse du numérique vient aussi de la qualité des algorithmes mis en œuvre, parce qu'on s'affranchit de cette erreur de cette imperfection du mélangeur en amplitude et en phase. Voilà un exemple d'utilisation du numérique pour faire cette transposition de fréquence et de traitement de signal qui en est fait. Alors voilà du coup l'architecture d'un récepteur de radiologiciel. Par rapport à ce que vous avez peut-être l'habitude de manipuler, eh bien vous avez non plus cette fois-ci un détecteur avec une fréquence intermédiaire telle que je l'ai présenté auparavant, mais vous avez donc votre antenne avec typiquement un gain radiofréquence, un amplificateur à gain variable, en anglais un VGA. Donc cet amplificateur à gain variable va prendre le signal qui arrive sur l'antenne et l'amplifier avant d'attaquer le mélangeur. Le mélangeur ici est un détecteur IQ, j'ai dessiné un symbole unique, mais en réalité il y a ici les deux mélangeurs en quadrature I et Q, éventuellement par la méthode numérique que je viens de mentionner de double transposition. L'oscillateur local est réglé à la fréquence de la chaîne du canal radiofréquence qu'on veut détecter, et ce convertisseur analogique numérique échantillonne le signal à une fréquence d'échantillonnage fs pour générer un flux de données IQ compris entre moins fs sur 2 et plus fs sur 2 dans le domaine de Fourier.
Donc voilà l'architecture typique d'une radio logicielle qui s'appelle un récepteur 0IF, c'est-à-dire sans fréquence intermédiaire, dans laquelle vous recevez directement le signal radiofréquence. Et cette architecture est aujourd'hui possible grâce à l'excellente isolation de ces mélangeurs. C'est quelque chose qui n'était pas possible il y a quelques décennies à cause de l'imperfection des composants radiofréquences. Et maintenant, on est capable de faire un détecteur sans fréquence intermédiaire grâce à l'excellente isolation de ces mélangeurs. Alors, j'ai mentionné auparavant que cette fréquence d'échantillonnage ici va être typiquement de quelques mégas échantillons par seconde, donc quelques millions d'échantillons par seconde. Et j'ai mentionné au tout début qu'on n'allait pas échantillonner la porteuse, mais on va échantillonner après transposition, sinon on aurait un flux de données trop important. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, de quoi on parle, eh bien on prend fs échantillons par seconde, fs la fréquence d'échantillonnage, avec typiquement quelque chose de l'ordre de 2 millions d'échantillons par seconde. C'est typiquement ce qu'on va trouver dans des radiologiciels. Vous avez 2 millions d'échantillons par seconde, vous avez deux échantillons par donnée qui a été acquise, puisqu'on va mesurer I et Q. Et si ce sont des données codées sur 32 bits, qui est typiquement le cas pour des nombres à virgule flottante, eh bien on va avoir 4 octets par échantillon. Donc vous voyez qu'on a 8 fois fs, donc 8 fois la fréquence d'échantillonnage, octets par seconde. Et quand vous travaillez à 2 mégaéchantillons seconde, ça veut dire qu'on va fabriquer 16 mégaoctets par seconde. Et si vous multipliez ça par 60, ça veut dire qu'une minute d'acquisition va générer 1 gigaoctet de données. Donc vous voyez que la radio logicielle va vous générer des flux de données très conséquents, et même en termes de stockage, votre enseignant m'a transmis quelques extraits de radio FM dans la bande FM à Bamako, et en fait ça fait des fichiers qui font 3-4 gigaoctets pour quelques dizaines de secondes d'enregistrement. Donc les masses de données que vous allez manipuler, on a beau avoir aujourd'hui des ordinateurs surpuissants, eh bien la radio logicielle peut tirer pleinement partie de ces stockages de masse et de cette puissance de calcul. Donc rappelez-vous bien, ces ordinateurs ont besoin de traiter en temps réel et en flux tendu les millions d'échantillons par seconde que vous lui donnez. Donc en fait, votre processeur va pleinement calculer à toute vitesse, et donc l'implémentation des algorithmes qui est mis en œuvre et la qualité de ces algorithmes est très importante pour atteindre de tels débits. Et donc, juste pour enfoncer un peu le clou par rapport au fait de l'architecture idéale qu'on rêverait d'avoir pour avoir toute la souplesse de la radio logicielle dans laquelle on échantillonnerait directement le signal, c'était mon second transparent que j'ai présenté auparavant, dans lequel on a l'antenne qui attaque directement le convertisseur analogique numérique en vue de faire un traitement par radio logicielle à la fréquence fs. Ça veut dire que ici, fs doit être à plus que 2 fois la fréquence porteuse, avec la difficulté que si votre fréquence porteuse est à plusieurs centaines de mégahertz, fs va être à voire quelques gigahertz, mais en tout cas quelques centaines de mégahertz. Donc en fait, en termes de stockage et de flux de données, ça va être énorme. Et en plus, s'il y a un interférent puissant, j'ai mentionné que compte tenu de l'échantillonnage en niveau discret, on n'avait que quelques dizaines de décibels, 48 dB à 8 bits, 72 dB en 12 bits, 96 dB en 16 bits de dynamique. Donc si vous avez un émetteur puissant dans toute la bande radiofréquence, il va cacher les petits émetteurs. Alors que grâce à cette architecture de 0 FI, donc 0 fréquence intermédiaire, vous ramenez le signal qui est autour de l'oscillateur local vers la bande de base, et vous ne faites qu'échantillonner de l'oscillateur local moins fs sur 2 jusqu'à l'oscillateur local plus fs sur 2, donc avec une fréquence d'échantillonnage qui est généralement beaucoup plus petite que la fréquence de l'oscillateur local. Ici, si vous avez la bande FM qui est autour de 100 MHz, vous n'avez besoin que d'un fs qui est de l'ordre du MHz, donc en fait vous gagnez un facteur 100 sur la bande passante et donc sur le stockage de données, plus le fait que vous allez avoir des convertisseurs analogiques numériques de meilleure résolution quand vous êtes à quelques mégahertz qu'à quelques centaines de mégahertz. Donc finalement, cette architecture qu'on utilise en pratique en radio logicielle, non seulement elle a des avantages en termes de bande passante et de résolution, mais finalement elle va vous permettre d'avoir des masses de données à stocker qui sont raisonnables par rapport à cette architecture qui est le rêve de la radio logicielle, mais qui finalement a un certain nombre d'inconvénients en termes de masse de données stockées et de dynamique de signaux observés. Donc voilà l'architecture de la radiofréquence qu'on va traiter. Alors, on a dans la première partie de cette intervention, on a observé GNU Radio Companion et GNU Radio, et il ne vous aura peut-être pas échappé
que quand on exécutait le flux de traitement GNU Radio, si je reprends ma chaîne ici, la chaîne de traitement avec laquelle on a conclu, lorsque je fais exécuter, lorsque je joue la séquence de traitement, il ne vous a peut-être pas échappé que GNU Radio nous dit « j'exécute Python 3 avec mon exemple .py qui est le fichier qu'on a mentionné dans l'identifiant des propriétés du fichier. Et en fait, si vous regardez dans votre, si vous regardez ce qu'a généré GNU Radio, donc si je prends un terminal pour aller regarder le contenu, eh bien vous allez trouver dans le répertoire de travail dans lequel vous avez sauvé le projet, vous allez trouver un script Python. En fait, en réalité, ce que vous voyez dans la chaîne de traitement ici, c'est en réalité un générateur de code Python. Et ce code Python que vous avez généré, il assemble ces différents blocs pour expliquer au script Python comment il doit exécuter et comment il doit séquencer les bibliothèques C++ qui implémentent les traitements du signal de GNU Radio. Donc si je regarde le script Python qui a été généré par GNU Radio, eh bien vous vous retrouvez, si vous avez un peu l'habitude de manipuler du Python, c'est un code qui est tout à fait lisible, dans lequel vous avez trouvé les divers blocs, l'instanciation des divers blocs. Donc on va trouver nos différents blocs tels qu'on les a instanciés. Donc j'ai défini des variables, donc vous retrouvez les variables ici. Alors maintenant vous comprenez peut-être que ce qu'on appelle l'identifiant d'une variable en GNU Radio Companion, en réalité, eh bien c'est dans Python, on crée une variable qui s'appelle n et à qui on assigne la valeur 8. Donc en fait une variable, c'est réellement une variable Python qu'on a assignée. Et puis vous voyez que j'ai assigné un certain nombre de blocs de traitement, j'ai un frequency range, j'ai des signal sources et tout ça. Et donc en fait je vais trouver ces différents blocs de traitement. Hein. Vous voyez ici que j'ai le frequency sync, donc l'analyseur de spectre, et puis je dois pouvoir trouver un peu plus bas, alors le bloc commence à être un peu volumineux, mais vous avez ici le bloc throttle qui est le bloc d'accélération que vous aviez à cet endroit-là, vous avez le bloc d'addition qui est instancié ici, vous avez le bruit qui est ici, donc vous retrouvez l'instance de chacun des blocs de traitement dans du flux GNU Radio Companion dans le script Python. Et ensuite, ce que fait Python, c'est qu'il va assembler ces différents blocs, c'est-à-dire qu'on va connecter le bloc throttle au filtre passe-bas. Hein, c'est ce qu'on voit à cet endroit-là. J'ai le throttle qui est sur le filtre passe-bas. Et puis, vous allez connecter la somme avec le bloc throttle. C'est ce qu'on voit ici. Et puis, l'entrée de la somme, on va le connecter au bruit et au signal. Donc, en fait, finalement, ce que vous voyez, c'est que ce générateur graphique est ni plus ni moins qu'un générateur de code Python qui se conclut à la fin par l'exécution. J'ai ma fonction main qui est exécutée avec la séquence de traitement GNU Radio Companion. Donc finalement, cet ensemble de boîtes que vous assemblez, c'est en réalité un générateur de code Python. Et si vous avez l'habitude de programmer en Python, finalement, vous pouvez très facilement programmer par vous-même des scripts de traitement qui font appel à GNU Radio Companion, à GNU Radio. Donc en fait, GNU Radio est un ensemble de bibliothèques de blocs de traitement du signal numérique échantillonné en temps discret que vous pouvez appeler depuis Python. Vous pouvez vous simplifier peut-être la vie, au moins au démarrage, en utilisant GNU Radio Companion, c'est-à-dire cet outil graphique qui permet d'assembler les blocs. Et quand vous aurez l'habitude, vous pourrez utiliser directement Python pour programmer des séquences de traitement. Donc voilà, par exemple, un flux de données. Et ce que je peux vous proposer comme activité au-delà de l'utilisation de GNU Radio, c'est que comme chacun de ces blocs sont des blocs Python, vous pouvez très bien ajouter vos propres blocs de traitement. Et comme c'est de l'open source, vous êtes tout à fait encouragé à contribuer au projet GNU Radio en ajoutant vos propres blocs de traitement en fonction des compétences et des sujets qui vous intéressent. Donc, par contre, quand vous allez assembler ces blocs, prenez garde que on retrouve toutes les. C'est pas parce qu'on fait du logiciel qu'on oublie les préceptes de la radio. Donc en fait, vous avez bien une fréquence de porteuse, vous avez bien un gain. Donc en fait, si je reprends l'architecture que j'avais auparavant, j'ai un gain, un oscillateur local, une fréquence d'échantillonnage, un gain, une fréquence porteuse et une fréquence d'échantillonnage que je retrouve dans les paramètres de mon bloc. Et que je vais retrouver dans
le script Python qui est ici avec la fréquence d'échantillonnage, la fréquence de porteuse et les différentes propriétés de mon script Python. Et donc, je vais retrouver tous les blocs de traitement analogiques dont j'ai l'habitude dans le domaine numérique. Donc, par exemple, si vous avez l'habitude d'utiliser un détecteur d'amplitude, un détecteur AM, c'est quoi un détecteur AM dans le domaine analogique? C'est un redresseur, donc une diode qui va redresser le signal de façon à le passer en filtre passe-bas et à détecter l'amplitude du signal. Si vous faites la même chose en numérique, l'implémentation d'un détecteur AM, c'est ni plus ni moins que la valeur absolue. Donc dans votre script Python ou sous GNU Radio Companion, vous allez appeler le bloc valeur absolue et ça vous fait un détecteur d'amplitude. De la même façon, un filtre, imaginez qu'est-ce que vous faites quand vous voulez filtrer un signal. Le filtre le plus simple, c'est la moyenne glissante. Vous allez prendre un signal et le moyenner, c'est-à-dire faire la sortie à un instant donné, c'est la somme des valeurs passées du signal pondéré par le nombre d'échantillons que j'ai échantillonnés. Eh bien, si vous voulez faire un filtre avec un gabarit mieux défini que simplement la moyenne, vous pouvez dire la sortie à un instant donné, c'est la somme pondérée des valeurs passées des entrées, c'est-à-dire l'entrée du filtre, je vais faire la somme des valeurs passées, mais pas forcément avec une pondération unitaire comme vous le feriez dans une moyenne, mais avec une pondération d'un coefficient B que vous assignez à chacun des échantillons. C'est ce qu'on appelle un filtre à réponse impulsionnelle finie, un FIR. Donc, vous allez retrouver un filtre tel que vous l'implémentez dans le domaine analogique sous forme des filtres à réponse impulsionnelle finie, c'est-à-dire une sortie qui est égale à la somme pondérée des valeurs passées des entrées. Et ça va vous permettre de fabriquer vos filtres. De la même façon, un mélangeur, quand vous prenez un mélangeur dans le domaine analogique, ça va être une multiplication par ce qu'on appelle un oscillateur numérique. Donc en fait, un oscillateur numérique, c'est l'expression mathématique sinus de n sur fs avec n un entier, tel que je viens de vous le présenter auparavant. Donc vous allez retrouver l'expression numérique de tous les termes que vous avez l'habitude de manipuler dans le domaine analogique. Et finalement, ce qu'on vient de voir dans l'exemple précédent, c'est que si on veut faire un grossissement, un zoom sur l'axe des abscisses d'un spectre, eh bien, ce qui va vous permettre d'observer en détail un spectre, c'est la décimation. Vous partez d'un spectre qui va de moins la fréquence de Nyquist à plus la fréquence de Nyquist, donc de moins fs sur 2 à plus fs sur 2. Et si vous ne gardez que un point sur D, c'est-à-dire le facteur de décimation D, ça dit de combien de points vous allez vous séparer lorsque vous réduisez la bande passante, et bien après avoir décimé d'un facteur D, c'est-à-dire qu'on ne garde que un point sur D, à la fin vous passez de fs points par seconde à fs divisé par D points par seconde, donc vous allez réduire l'excursion de votre spectre d'un facteur D. Alors, ce qu'on a vu, c'est que ça peut être handicapé par le repliement spectral, mais c'est important de faire ça parce que, imaginez, vous travaillez avec n points par seconde. Ici, vous avez une résolution spectrale par bijection de la transformée de Fourier, une transformée de Fourier discrète. Si j'ai n points dans le domaine temporel, ça fabrique n points dans le domaine spectral, et réciproquement, si je reviens dans le domaine temporel par transformée de Fourier inverse, eh bien ces n points redeviennent n points dans le domaine temporel. Donc en fait, par bijection de la transformée de Fourier, ces n points vont me donner la résolution du spectre. Ici, j'ai une résolution spectrale de fs divisé par n, c'est-à-dire que j'ai fs gamme de fréquence n qui est distribuée sur les n points. Donc la résolution spectrale, c'est fs divisé par n. Imaginez, vous avez 2 MHz de bande passante et vous avez pris 1000 points. Ça veut dire que vous avez une résolution spectrale, l'unité de la transformée de Fourier, c'est 2 kHz. Si vous voulez analyser un signal très étroit, vous allez devoir regarder en détail ce qui se passe autour de ce signal. Et pour regarder en détail, eh bien, au lieu que ces 1000 points soient distribués sur les 2 MHz, vous allez les distribuer sur une excursion spectrale plus réduite d'un facteur D, de façon à ce que vous ayez, mettons que vous ayez décimé d'un facteur 10, au lieu que votre unité de spectre, ça soit 2 kHz, ça sera plus que 200 Hz, puisque vous aurez de moins 200 kHz à plus 200 kHz, c'est une excursion de 200 kHz, divisé par 1000 points, ça vous fera 200 Hz de résolution. Donc la décimation, c'est une façon de faire un zoom, un grossissement sur l'axe des abscisses de votre spectre, c'est-à-dire sur un signal d'encombrement spectral étroit.
Donc vous allez retrouver tous ces éléments de traitement analogique dans leur équivalent numérique et on va voir en explorant les différents blocs de traitement de GNU Radio qu'on va pouvoir retrouver tous ces algorithmes qui implémentent les composants analogiques que vous avez l'habitude de manipuler. Donc voilà un outil, un exemple dans lequel, si vous n'y prenez pas garde, c'est ce qu'on vient de faire en pratique, vous partez initialement d'un signal échantillonné à une certaine fréquence d'échantillonnage telle qu'on vient de le voir ensemble. On a toujours le bloc d'accélération, le throttle block qui nous cadence le flux de traitement. Et si vous n'y prenez pas garde, vous avez fait un filtre passe-bas qui décime. Et si vous décimez, vous avez du repliement spectral. Donc pensez bien quand vous décimez à mettre une fréquence de coupure, non pas qui laisse tout passer, mais qui va réduire la bande en sortie, c'est-à-dire qui va éliminer avant décimation toutes les composantes spectrales que vous ne voulez pas, de façon à avoir un spectre qui est bien dans la bande de base, c'est-à-dire compris entre moins la fréquence de Nyquist et plus la fréquence de Nyquist après décimation. Alors, du coup, j'ai parlé, quand j'ai fait mon exemple, je vous ai dit, on va faire le filtre passe-bas et je vais cacher la bande de transition. Je ne vais pas vous dire ce qu'est la bande de transition, ça je vais le garder pour plus tard. Et en fait, le plus tard, c'est maintenant. Je vais vous parler de comment choisir cette bande de transition et surtout quel est son impact. Rappelez-vous, vous avez semprate points par seconde qui circulent dans votre chaîne de traitement. Ça veut dire que vous demandez à votre ordinateur de traiter semprate points par seconde. Et si semprate vaut 2 millions, c'est-à-dire 2 millions de points par seconde, vous allez avoir une somme conséquente de calculs à faire lorsque vous propagez vos signaux. Alors, comment je peux estimer la puissance de calcul qu'il me faut lorsque je dessine un filtre? Vous avez, par bijection de la transformée de Fourier, n points dans le domaine temporel qui donne n points dans le domaine fréquentiel. Ça veut dire que la résolution de votre transformée de Fourier, elle est de fs divisé par n, la fréquence d'échantillonnage divisée par n. Alors, quel est l'impact? Si je reprends ma feuille de papier ici, pour faire le dessin en temps réel. Donc, quel est l'impact de ce voilà, ici. Donc, imaginez, vous avez la gamme des spectres. Et dans cet axe des fréquences, vous avez la puissance en fonction de la fréquence qui va de moins fs sur 2 à plus fs sur 2. Et dans cet intervalle de fréquence, je me donne n points. Ça veut dire que la résolution spectrale de ma transformée de Fourier, elle est ici de fs divisé par n. La plus petite résolution spectrale que j'ai, c'est fs divisé par n. L'excursion de moins fs sur 2 à plus fs sur 2, c'est fs divisé par n, le nombre de points. Donc imaginez que vous demandiez à concevoir un filtre dans lequel la transition entre la bande passante et la bande de coupure est plus petite que ce fs sur n. Le filtre ne sait pas ce que ça veut dire puisque son unité de fréquence, son pas de fréquence, c'est fs divisé par n. Donc si vous demandez à GNU Radio de faire un filtre qui est une transition de ce type-là, lui, il va interpréter votre volonté de faire une transition tellement étroite entre la bande passante et la bande de coupure, comme la demande à avoir un nombre de coefficients extrêmement important. N va devenir très grand parce que la bande de transition va être très petite. La résolution spectrale de votre transformée de Fourier, que j'appelle delta f, est égale à fs divisé par n. Donc si vous demandez à GNU Radio une bande de transition delta f très petite, eh bien étant donné que delta f petit qui est égal à fs sur n signifie que n est égal à fs divisé par delta f, vous voyez que si delta f est très petit, alors n va devenir très grand. Mais ce n très grand, quelle est sa conséquence? Lorsque vous faites un filtre, vous écrivez que la sortie à un instant donné, c'est la somme pondérée, un filtre à réponse impulsionnelle finie, de 0 à n-1, des coefficients de ce filtre multipliés par les entrées passées. Et c'est le même n que j'ai écrit ici et que j'ai écrit ici. Donc vous voyez que si vous demandez une bande de transition très étroite, ça ne peut être défini que par un n nombre de coefficients très grand.
et ce nombre de coefficients très grand va déterminer le nombre de multiplications que vous devez faire entre les coefficients et les entrées pour générer chaque sortie. Donc vous allez demander une quantité de calcul déraisonnable à votre ordinateur en demandant une bande de transition très étroite. Donc je vous mets en garde, lorsque vous concevez un filtre, cette bande de transition, ce delta F, est un compromis entre votre besoin de filtrer un bruit qui vous dérange, c'est-à-dire que lorsque vous avez un signal qui vous intéresse utile ici, vous allez rejeter le bruit en dehors de la bande, et il est très rare qu'on ait besoin de conserver le signal jusqu'à la toute limite où le bruit apparaît. Donc si vous avez un besoin d'avoir un filtre aussi raide, peut-être que vous avez mal conçu votre récepteur, mais je vous mets en garde, la bande de transition va déterminer le nombre de coefficients, donc le nombre de multiplications dont vous avez besoin dans votre filtre, et demander dans votre chaîne de traitement une bande de transition déraisonnable va se traduire par une puissance de calcul excessive. Et très souvent, on voit sur les forums ou sur Internet des gens qui se plaignent de la puissance de calcul disponible pour faire de la radio logicielle. Généralement, le problème ne vient pas de la puissance de calcul, mais vient de la conception par l'utilisateur de la radio logicielle. Un utilisateur qui n'a pas compris l'impact de la bande de transition va demander ici une valeur déraisonnable, et si cette valeur est déraisonnable, la puissance de calcul nécessaire sera déraisonnable. Donc, vous voyez dans cet exemple, j'ai dit que ma bande de transition, c'est la fréquence d'échantillonnage divisée par 20n. Ça veut dire que si je reprends mon dessin, j'ai demandé que la fréquence d'échantillonnage divisée par 20 fois n, ici, ça va me déterminer la bande de fréquence. Ou réciproquement, ça veut dire que je vais générer un filtre avec 20 fois n, et dans ce cas-là, je vous rappelle que n c'était 8, donc ça veut dire que j'ai demandé 160 coefficients. 160 coefficients, c'est typiquement ce que vous allez trouver dans des implémentations de filtres de radio logicielle. Vous allez trouver des coefficients de 32, 64, 128 coefficients, mais essayez de ne pas faire des filtres avec 1024 ou 2048, voire plus de coefficients, puisque vous allez demander des ressources de calcul déraisonnables à votre ordinateur. D'accord ? Donc, voilà la signification de cette bande de transition. La bande de transition, c'est la vitesse à laquelle le filtre va couper entre la bande passante et la bande de coupure où vous allez rejeter le bruit. Et c'est directement cette information, transition width, que vous trouvez ici, qui va impacter la puissance de calcul dont vous avez besoin. Alors, vous pouvez voir ça dans le domaine temporel. Un filtre à réponse impulsionnelle finie, c'est quelque chose qui, dans le domaine temporel, prend des échantillons et fait la somme pondérée de ses entrées pour générer une sortie. Mais vous pouvez aussi voir ça dans le domaine spectral. Vous pouvez dire que filtrer un signal dans le domaine spectral, c'est prendre la transformée de Fourier du signal que vous avez acquis et le pondérer, c'est-à-dire le multiplier, mais cette fois-ci avec les coefficient d'un filtre dans le domaine spectral pour fabriquer dans le domaine spectral le spectre Y du signal de sortie. Donc vous voyez, j'ai fait ici un exemple dans lequel je dis, je prends un signal, je calcule sa transformée de Fourier et je voudrais le filtrer avec cette forme de filtre qui est ici les B, donc ici ce sont les B dans le domaine temporel et ça c'est le gabarit du filtre dans le domaine spectral. Eh bien vous voyez que j'ai deux façons de faire ce filtrage, soit je prends le signal, je prends sa transformée de Fourier, je pondère chacun des coefficients de Fourier pour ensuite, par transformée de Fourier inverse, revenir dans le domaine temporel, ou bien je peux dire, je vais prendre ces signaux que j'ai acquis, et je vais faire une moyenne pondérée de ces signaux d'entrée pour fabriquer le signal de sortie. Et en fait, ce que vous démontrez assez facilement, c'est que les coefficients d'un filtre à réponse impulsionnelle finie, ces fameux coefficients B, c'est en réalité la transformée de Fourier inverse du gabarit du filtre que vous voulez appliquer. Je ne vais pas vous faire tout la démonstration du théorème de convolution, si ça vous intéresse, je l'ai écrite ici pour vous, mais ce que vous dit le théorème de convolution, c'est que la transformée de Fourier du signal de sortie, c'est égal à la transformée de Fourier de ces coefficients B du filtre à réponse impulsionnelle finie, multiplié par la transformée de Fourier de l'entrée. Alors pourquoi je vous mentionne ça ? Parce que la transformée de Fourier est un algorithme qui est de complexité
n, le nombre de coefficients, fois le logarithmique de n, grâce à l'algorithme du papillon, grâce à une opération judicieuse inventée par Gauss de la transformée de Fourier. Eh bien, la transformée de Fourier rapide est un algorithme en n log de n, contrairement à l'application de ce filtre à coefficient impulsionnel fini, dans lequel vous voyez que j'ai n multiplications, que je dois répéter n fois pour les n sorties. Donc en fait, c'est un algorithme de complexité n carré. Et donc, si vous avez n log n, imaginez, vous avez 1000, n égale 1000, n carré, ça fait 1 million, alors que n log n, ça fait 10 000. Vous avez gagné un facteur 100 sur la puissance de calcul nécessaire à faire ce filtrage dans le domaine spectral au lieu de le faire dans le domaine temporel. Donc, si vous avez besoin d'appliquer un filtre, il est bon de se poser la question, déjà, est-ce que j'ai bien choisi la bande de transition ? Et est-ce que je l'applique dans le domaine temporel ou est-ce que je l'applique dans le domaine spectral, sachant que dans le domaine spectral, ça implique une transformée de Fourier, mais dont la complexité algorithmique est moindre que de faire les n carrés produits dans le domaine temporel. Et finalement, quand je disais que votre problème, si vous avez besoin d'une fréquence de coupure excessivement étroite, peut-être que votre problème est mal posé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il est plus efficace de cascader des filtres de petite dimension que de vouloir, dans le domaine des fréquences, radiofréquences, tout de suite couper très rapidement. Regardez cet exemple que j'ai calculé pour vous. Imaginez que vous ayez un signal qui se trouve à seulement 30 Hz d'une raie parasite que vous voulez éliminer par filtrage. Vous avez acquis un signal à 192 kHz. Eh bien, si vous voulez couper un bruit qui se trouve à 30 Hz du signal utile alors que vous échantillonnez à 192 kHz, vous allez avoir besoin de 192 kHz divisé par 30, c'est-à-dire 6400 coefficients. Je dis le nombre de coefficients, c'est égal à la fréquence d'échantillonnage divisée par la bande de transition, donc je vais avoir 6400 coefficients, et la complexité algorithmique de l'application de mon filtre va être de l'ordre de n log n, vous pouvez faire le calcul, si on le fait ensemble, comme ça permet de refaire ensemble les... Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fais les calculs. Donc, si je regarde comment je fais ce calcul, donc dans la version libre de MATLAB, qui s'appelle Octave. Donc, dans Octave, si je veux calculer ce n log n dans le cas de n égale 6400, eh bien 6400 n fois log n, ça vaut... vous voyez que ça vaut de l'ordre de 81 000, donc j'ai 81 000 opérations à faire. Alors que si au contraire, je fais une première décimation un peu grossière, c'est-à-dire au lieu de n'avoir 6400 échantillons, je n'en mets que 50, c'est-à-dire qu'avec 50 échantillons, je passe de 192 kHz à une fréquence 1/50e, donc 192 kHz divisé par 50, ça me fait une fréquence en sortie de 3,84 kHz, les 3,84 kHz que vous retrouvez ici. Mais grâce à ça, je n'ai que 50 coefficients à traiter, et avec une bande de transition qui est beaucoup plus lente, eh bien, je vais avoir une bande de transition plus lente, mais comme j'ai réduit la bande passant de mon signal après décimation, lorsque je vais vouloir atteindre les 30 Hz, je n'ai besoin que de 128 coefficients pour atteindre les 30 Hz. Donc vous voyez que au lieu de faire une décimation, au lieu de faire un filtrage avec un nombre énorme de coefficients pour trouver mon signal qui est seulement à 30 Hz de la raie parasite du bruit dans l'exemple que je me donne qui implique 6400 coefficients, et bien en faisant une première décimation puis une seconde décimation, vous voyez que je n'ai besoin que de 200 puis de 128 coefficients, c'est-à-dire j'ai besoin de beaucoup moins de coefficients en faisant une cascade de filtres plutôt que de vouloir faire un filtre à transition étroite en une seule fois. Donc, voilà l'impact de ce paramètre transition width, donc la largeur de transition d'un filtre, qui est une compréhension fondamentale pour bien maîtriser la puissance de calcul nécessaire à appliquer les algorithmes de radiologiciels. Donc voilà l'effet que je voulais vous montrer dans la gestion de flux de données. Alors, cette décimation, j'ai introduit au début
que la bande passante est directement, ce que nous a appris Shannon, c'est que la bande passante, c'est directement le contenu informatif d'un signal, c'est directement l'entropie d'un signal, et en fait, plus vous avancez dans le traitement, moins vous avez d'informations. Quand vous traitez un signal, vous ne pouvez pas inventer de l'information, vous recevez de l'information radiofréquence, et plus vous avancez, plus vous réduisez la bande passante. Imaginez le cas de la réception d'un signal FM. Un signal FM, si c'est de la musique, typiquement la musique, c'est un signal qui va occuper à peu près 40 kHz de bande passante, et pourtant la FM, c'est un signal qui est étalé sur à peu près 200 kHz, parce que la modulation FM utilise beaucoup plus de spectre que simplement la bande sonore, et puis vous envoyez ça sur un spectre radiofréquence qui est multiplexé, parce que vous avez plein de chaînes radio qui sont transmises par un émetteur radiofréquence. Donc, au contraire, lorsque vous faites de la réception, vous recevez un signal dans la bande FM. Ce signal dans la bande FM, vous allez sélectionner une unique station parmi toutes les stations FM que vous pouvez recevoir. Et une fois que vous avez sélectionné une unique bande FM, vous allez extraire l'information audiofréquence qui, elle, est beaucoup plus réduite. Donc vous voyez que chaque fois que j'avance dans la chaîne de traitement, je vais aller de plus en plus lentement, je vais avoir besoin de moins en moins d'échantillons par seconde, et ça veut aussi dire que je vais pouvoir appliquer des algorithmes de plus en plus complexes. Puisque j'ai besoin de moins d'échantillons par seconde, eh bien je peux demander à mon ordinateur de faire des calculs plus compliqués. Donc au début, je vais faire des choses très simples, par exemple des pondérations de signaux dans un filtre passe-bas, donc ce qu'on vient de voir, un filtre à réponse impulsionnelle finie. Et puis après, je vais peut-être faire des choses plus compliquées, telles qu'une boucle à verrouillage de phase pour faire un détecteur FM, et finalement, je vais pouvoir envoyer le résultat sur la carte son après cette chaîne de traitement. Donc, il faut bien maîtriser le flux de données pour comprendre la puissance de calcul qu'on requiert. Et encore une fois, je vous mets en garde que GNU Radio ne va pas faire pour vous ce travail de savoir combien il y a d'échantillons par seconde qui arrivent à un bloc de traitement. Dans cet exemple, je commence avec la réception de la bande FM avec 1,5 méga échantillons par seconde. Je décime une première fois par 4, puis je redécime une deuxième fois par 8, et finalement, j'arrive sur la carte son. Alors, étant donné que la carte son, vous savez peut-être qu'elle ne vous autorise pas à jouer n'importe quel rythme de son, de signaux, une carte son, ça ne sait travailler qu'à certaines fréquences bien déterminées, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz. La carte son vous impose sa fréquence de travail. Au contraire, la radio logicielle, elle a très peu de contraintes. Elle vous permet d'échantillonner à n'importe quoi. Alors on peut se demander pourquoi j'ai choisi 1,536 MHz. Pourquoi pas 2, pourquoi pas 1,5 ? En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour me simplifier la vie, je sais qu'à la fin, j'ai besoin de 48 kHz. Et je sais que chaque étape de traitement va décimer. Et c'est plus facile si je décime d'un nombre entier, parce que je sais ce que c'est prendre un point tous les 4, donc à décimer par un facteur 4, alors que décimer par 3,5, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire de garder un point tous les 3,5. En fait, quand vous gardez un point tous les 3,5, ça veut dire que vous interpolez de 2 et que vous ne gardez qu'un point sur 7. Mais interpoler, ça va faire encore du travail de calcul. Donc si je ne fais que décimer de facteurs entiers, c'est plus facile. Donc si dès le début je choisis une fréquence d'échantillonnage qui est un multiple de la fréquence d'arrivée, ça veut dire que toutes mes décimations, ça va être des entiers, et je vais considérablement me simplifier la tâche à la fin pour arriver aux 48 kHz que m'impose la carte son si je n'ai que des décimations entières. Donc, bien maîtriser son flux de traitement pour bien savoir combien j'ai d'échantillons par seconde. Et c'est à vous de dire, au début, je commence avec 1,53 méga échantillons par seconde. J'ai fait un filtre passe-bas, donc il y a une bonne partie du spectre qui ne m'intéresse plus. Et donc, en décimant, je vais mettre toute cette partie du spectre à la poubelle. Donc, je ne vais garder que 1 point sur 4. Et à vous de vous rappeler, lorsque j'ai décimé de 1,53 méga échantillons par seconde, décimé par 4, je n'ai plus que 192 kilo échantillons par seconde. Et après détection du signal audio-fréquence, je n'ai plus besoin de toute la partie du spectre qui ne contient plus d'informations, puisque le spectre audio est beaucoup plus réduit que les 192 kHz du signal FM. Donc je décime d'un facteur 8 pour à la fin n'avoir plus que 48 000 points par seconde. Donc à vous de maîtriser votre flux de données, donc le nombre d'échantillons par seconde, et de savoir quelle est la puissance de calcul requise par chaque bloc pour rester dans les bandes de fréquences raisonnables. Voilà les concepts de base de radio logiciel que je voulais vous introduire pendant ces cours. Et donc, pour conclure sur la gestion du flux de données, bien savoir quel est le débit de données, quel est éventuellement le débit de données en arrivée et ajuster le débit de données au départ
pour atteindre avec des décimations entières le flux final, bien penser à empêcher le repliement spectral par du filtre passe-bas et garantir la cohérence du flux de données. GNU Radio ne le fera pas pour vous, c'est à vous de vous rappeler de combien vous avez décimé entre les différents traitements. Alors pour finalement arriver au terme de cette présentation sur transparent, et puis on va en faire un peu de mise en pratique pendant le temps qui me reste, je voulais vous présenter ce matériel qui me semble être d'un point de vue pédagogique absolument fantastique. Ce sont des récepteurs de radiologiciels qui sont à l'origine, ce sont jusque-là, je vous ai présenté uniquement des signaux synthétiques, et en fait, vous avez peut-être envie de travailler avec des vrais signaux, vous avez envie de recevoir des vrais signaux radiofréquences. Je ne vais parler que de réception, je ne parlerai pas d'émission. Émettre, c'est un peu plus dangereux parce que vous devez respecter des normes, donc je vais vraiment vous parler de réception ici. Et pour recevoir des signaux, eh bien, il existe ces interfaces. Alors j'ai regardé sur Internet, on m'a expliqué que c'est pas si facile de vous faire livrer au Mali, mais en tout cas, vous pouvez acheter. Voilà le coût de ces récepteurs. Vous voyez que c'est quand même pas des sommes phénoménales. J'ai fait en termes de livraison au Mali, mais voilà, peut-être que vous arrivez à trouver ce type d'objet. Donc si je vous montre à quoi ça ressemble. J'en ai un ici avec moi. Donc voilà, ces récepteurs ces récepteurs radiofréquences, hein, vous voyez par rapport à la taille de ma main, c'est juste un petit récepteur USB. C'est commercialisé avec cette petite antenne. À l'origine, c'est fait pour recevoir la télévision numérique terrestre. Et en fait, quand les développeurs pour Linux du pilote de ce récepteur de radiologiciel ont analysé le code, ils se sont rendus compte qu'en fait ce ne sont pas des récepteurs de télévision, mais ce sont en fait des récepteurs de radiologiciel qui ont été programmés pour recevoir la télé. Et donc s'ils ont été programmés pour recevoir la télé, on peut recevoir plein d'autres choses avec, pas forcément que la télé. Et donc si vous cherchez sur Internet, le projet qui a fait ça s'appelle des RTL-SDR, du nom du composant ici qui fait la conversion du flux de données analogique numérique vers le USB. Donc en fait, vous avez deux composants qui s'appellent le R822, qui est un composant qui se charge de faire tout ce travail d'amplificateur à gain variable, d'oscillateur local. C'est pris en charge par ce composant ici. Et puis ensuite, vous allez échantillonner les données pour faire un flux de données IQ, c'est ce que fait ce composant de chez Realtek avec le flux de données sur flux USB. Et en fait, pour vous donner une idée des caractéristiques de ce petit composant qui coûte donc une dizaine de dollars, hein, j'ai mis ici le coût avec lequel je l'ai trouvé sur Internet, eh bien vous pouvez observer une fréquence de porteuse compris entre 50 et 1600 MHz. Je vais vous montrer dans le transparent suivant ce que ça veut dire, mais 50 à 1600 MHz, ça veut dire que vous couvrez la bande FM, vous couvrez la bande de télévision, vous couvrez GPS, vous couvrez Iridium, enfin vous pouvez faire plein de signaux avec ça. Et puis vous avez des bandes passantes qui déterminent la nature de la modulation que vous pouvez observer entre 1 et 2,4 méga échantillons par seconde. En fait, c'est limité, 2,4 méga échantillons seconde, c'est limité par le débit USB, mais 2,4 méga échantillons seconde, vous allez avoir plein de signaux que vous pouvez analyser de la bande FM, des signaux satellites, des signaux de télévision. Il y a plein de choses que vous pouvez observer avec ces bandes passantes. Les gains sont typiquement de 0 à 39 dB, c'est un convertisseur analogique numérique 8 bits, donc avec les 48 décibels de dynamique que je vous ai mentionné auparavant. Et c'est bien entendu supporté comme source radio de GNU Radio, ça s'appelle Osmo SDR, donc vous avez un bloc qui s'appelle GNU Radio Osmo SDR qui permet directement d'alimenter le flux de données de ce récepteur de radiologiciel dans GNU Radio. Donc si vous regardez, dans GNU Radio, vous retombez sur tous les paramètres que je viens de vous mentionner. Vous avez le gain qui est le gain de l'étage radiofréquence, vous avez la fréquence de l'oscillateur local, donc la fréquence du signal que vous voulez recevoir, vous avez la fréquence d'échantillonnage qui est le sample rate, donc le flux de données que vous recevez qui est le FS qui est ici, et vous pouvez connecter les sorties du bloc de traitement GNU Radio ensuite aux différents blocs de traitement de radiologiciel de GNU Radio Companion. Donc voilà ces récepteurs. Je pense que ça fait un cadeau de Noël idéal si vous avez envie de tester un petit peu la radio logiciel à moindre coût et avec une multitude d'applications. J'ai commencé mon exposé en vous montrant un petit peu les articles que j'ai rédigés sur les différents protocoles que j'ai analysés. Et bien en fait j'ai fait tout ça avec ces petits récepteurs à 10 $. Donc voilà, vous pouvez recevoir la radio FM analogique dans la bande 88-108 avec des bandes passantes typiquement de 120 kHz. Maintenant, en tout cas en Europe, la tendance est de passer à la FM numérique. Donc en fait,
c'est des bandes passantes qui sont de l'ordre de 1,5 MHz. C'est un peu plus compliqué à analyser, c'est moins intuitif que la FM analogique, mais c'est très intéressant à observer. Les systèmes de communication numérique, POCSAG, ce sont les pagers, ce sont les petits émetteurs radiofréquences pour envoyer des messages courts type SMS. Vous voyez que ce sont des bandes très réduites. ADSB, ce sont les protocoles de communication des avions. C'est les transpondeurs des avions qui vous permettent de savoir où se trouvent les avions dans le ciel. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'observer le trafic aérien sur une région qui fait une centaine de kilomètres autour du récepteur. Vous pouvez observer les communications de modems radio, notamment tout ce qui est ces petites stations météorologiques qui transmettent leurs informations autour de 433 MHz, donc les bandes industrielles, scientifiques et médicales. Ce sont des petits radiomodems que vous pouvez recevoir. ACARS, c'est un protocole de communication entre les tours de contrôle et les avions qui volent. C'est plutôt de la télémesure. ADSB, c'est la position des avions. ACARS, c'est la masse de fuel ou la masse le nombre de passagers qu'il y a dans un avion. Vous avez les satellites Iridium que vous pouvez détecter on est juste en limite à 1620 MHz, donc à 1 giga 62, on peut recevoir les satellites Iridium avec ces petits récepteurs. Et ce que je trouve complètement incroyable, c'est que ces récepteurs radiofréquences, à l'origine, ils ont été faits pour recevoir la télévision. Donc la télévision, ce sont des émetteurs très puissants, plusieurs dizaines de kilowatts, à une distance qui est typiquement de quelques dizaines de kilomètres de votre poste de télévision ou de votre récepteur. Et on fait la puissance du traitement du signal et que vous pouvez recevoir avec ces petits récepteurs le GPS. GPS, ce sont des satellites qui émettent 50 watts à 20 000 km d'altitude et on arrive, grâce au traitement du signal, à recevoir ces signaux avec ces petits récepteurs. Et c'est absolument fantastique parce que, évidemment, vous avez tous des récepteurs GPS dans vos téléphones portables, mais imaginez que quelqu'un veuille brouiller ou introduire une fausse information, c'est-à-dire leurrer du GPS. Votre téléphone portable va être brouillé ou leurré parce que vous ne pouvez rien y faire. Alors que là, on est en train de parler de recevoir le signal radiofréquence brut, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez mettre en place des algorithmes d'anti-leurrage ou d'anti-brouillage de GPS parce que vous avez accès non pas à l'information qui est sortie d'un récepteur GPS matériel, mais vous avez accès à la donnée radiofréquence, le flux de données IQ, et donc vous pouvez développer votre propre récepteur GPS logiciel. C'est une activité qui m'occupe en termes de recherche en ce moment, c'est de faire des algorithmes de traitement de signaux GPS qui soient immunisés au brouillage et au leurrage, c'est-à-dire au déni de service ou à l'introduction de données erronées sur GPS. Et puis finalement, pour conclure, je vous ai parlé des satellites. Eh bien, vous pouvez recevoir les images météorologiques analogiques transmises par les satellites américains de l'agence d'observation météorologique de la NOAA, ou bien les informations numériques des satellites russes, notamment Meteor M2, qui sont des satellites numériques qui transmettent des images météorologiques depuis l'espace. Donc ça, vous pouvez le recevoir. Vous voyez, 137 MHz, c'est en plein dans la gamme de fonctionnement de ces petits récepteurs. Et puis finalement, vous pouvez faire du radar, actif ou passif, avec une résolution qui est donnée par la vitesse de la lumière divisée par 2 fois la bande passante d'échantillonnage. Donc vous voyez que typiquement, on va être sur une résolution d'une quinzaine de mètres sur du radar implémenté avec ces petits récepteurs. Donc vous voyez, pour une somme relativement modique, vous pouvez faire une multitude d'applications. Et donc, si vous vous intéressez à la radio, et notamment à la radio logicielle, ces récepteurs vous offrent une multitude d'applications pour une somme relativement réduite. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye d'analyser un filtre passe-bas, et que ce filtre passe-bas, on observe avec un analyseur de spectre ses propriétés spectrales. Donc en fait, j'ai un filtre passe-bas, et comment je peux faire pour caractériser, comment feriez-vous pour caractériser un filtre ? La première chose que je peux faire, c'est je peux exciter un signal avec une source, comme on vient de le faire à l'instant, signal source, et puis je peux essayer de balayer cette fréquence. Donc je reprends exactement l'exemple qu'on a fait auparavant, c'est-à-dire je vais prendre une source de fréquence variable et je vais sonder la réponse du filtre à ces différentes fréquences. Donc comme c'est une chaîne de traitement purement virtuelle, je vais mettre ce bloc d'accélérateur, ce bloc throttle, pour demander à GNU Radio de ne pas saturer mon processeur et d'aller suffisamment lentement. Donc voilà un exemple dans lequel je vais appeler ça caractérisation par exemple, et donc je vais le sauver sur mon ordinateur
en vue de l'exécuter. Je prends le même nom, mais ça n'a aucune importance, ça n'a pas besoin d'être les mêmes noms. Donc, imaginons que j'ai une source de signal, et puis je vais mettre un filtre passe-bas qui, à tout hasard, va couper par exemple à 2 kHz et qui va avoir une bande de transition. Donc maintenant, on a compris que la bande de transition, ça va déterminer la puissance de calcul, puisque je vais créer un filtre avec un nombre de coefficients égal à la fréquence d'échantillonnage, sample rate, divisé par la bande de transition. Donc si je prends une bande de transition de 500 Hz, eh bien j'ai 32 000 Hz d'échantillonnage divisé par un demi kHz. Donc je suis en train de faire un filtre qui a 64 coefficients, ce qui est tout à fait raisonnable. Donc j'ai le signal source qui est cadencé, que je passe dans un filtre passe-bas et qui finalement va sortir sur un affichage d'analyseur de spectre. J'ai oublié de changer la gamme des fréquences, donc ça c'est le balayage de fréquences, que je veux aller de moins la fréquence d'échantillonnage, donc moins la fréquence de Nyquist, donc la fréquence d'échantillonnage sur 2, jusqu'à plus la fréquence d'échantillonnage sur 2. Et donc, si je dis que cette fréquence que je peux balayer détermine la fréquence de ma source, ici, frec, eh bien, je peux exécuter pour observer comment le filtre impacte sur cette raie spectrale. Donc, quand j'exécute, je peux balayer la fréquence et j'observe effectivement que quand je suis dans la bande passante du filtre, le signal passe, et quand je sors de 2 kHz, eh bien, le signal est atténué. Donc, vous voyez que je peux observer l'impact du filtre sur le signal que je déplace grâce à mon ascenseur. Alors, peut-être que j'ai envie de mémoriser ce spectre pour en tracer le gabarit. Donc là, je fais de nouveau bouton du milieu et je demande à retenir le maximum du signal. Si je double-clique ici, je peux de la même façon regarder les paramètres de mon filtre ici. Et donc ce que je viens de faire à l'instant, c'est de dire tu vas mémoriser la valeur maximum du signal. Donc cette fois-ci, quand je déplace le curseur, eh bien on voit qu'il mémorise à chaque fois la valeur de la raie spectrale quand je me déplace, et ceci me permet de tracer le gabarit du filtre. Donc je vois ici, ça y est, je suis dans la bande passante, et puis une fois que je sors, c'est un filtre passe-bas, donc quand dans la fréquence négative je dépasse les moins 2 kHz, je sors de la bande passante. Donc vous voyez que je peux tracer le gabarit d'un filtre en excitant ce filtre avec une raie spectrale et en observant à chaque fréquence ce qui se passe. Donc ça, si j'avais un analyseur de réseau, ça s'appellerait un analyseur de réseau à balayage de fréquences, puisque dans un analyseur de réseau, je ferais exprès de déplacer automatiquement la fréquence d'excitation du filtre. Mais comment pourrais-je faire pour acquérir d'un coup toute la fonction de transfert du filtre? Eh bien, si je prends un signal qui contient toutes les fréquences en même temps, par définition, c'est du bruit. Un signal qui contient toutes les composantes spectrales et pas seulement une composante spectrale, c'est du bruit. Donc, au lieu de balayer la fréquence comme je le fais à l'instant, ce que je peux faire, c'est remplacer mon signal source qui est ici. Donc, je peux le débrancher avec l'icône désactiver un bloc. Et je peux le remplacer par le signal bruit. Donc je peux utiliser le signal bruit qui est ici. Et si j'excite le filtre avec le signal bruit, ce que vous constatez, c'est que automatiquement je trace la fonction de transfert. Alors de nouveau, je peux faire mon spectre un petit peu plus joli en faisant un moyen-âge. Et vous voyez que cette fois-ci, je trouve la fonction de transfert du filtre en faisant passer un bruit. Alors c'est peut-être intéressant de se demander quelle est la fonction de transfert avant filtrage. Donc je peux double-cliquer sur le bloc analyseur de spectre. Et encore une fois, la puissance de la radio logicielle, si je voulais acheter un deuxième analyseur de spectre, il faudrait que j'aille dans un magasin, que je dépense beaucoup d'argent. Alors que là, si je veux un deuxième analyseur de spectre, tout ce que j'ai à faire, c'est dire, au lieu d'avoir une entrée, je veux qu'il y ait 2 entrées. Et hop, j'ai un analyseur de spectre à 2 voies, dans lequel j'envoie le signal avant filtrage. Et de cette façon, vous pouvez vous convaincre que le signal bruité a bien un spectre plat et qu'après filtrage, j'ai un signal qui coupe les composantes spectrales. Ici, j'ai mis une fréquence de coupure à 2 kHz. Donc vous voyez qu'à 2 kHz, j'ai coupé le signal à plus ou moins 2 kHz.
Et puis je peux voir l'impact de la bande de transition. Si au lieu de 2 kHz, de 500 Hz, je dis que je veux une bande de transition de 2500 Hz, eh bien vous voyez que vous pouvez voir l'impact directement de la bande de transition. Vous voyez que maintenant vous avez une bande de transition beaucoup plus douce. Je coupe toujours à 2 kHz, mais je laisse passer du signal beaucoup plus loin. Et le bénéfice de cette implémentation, c'est que j'ai beaucoup moins de coefficients et donc j'ai besoin d'une puissance de calcul considérablement réduite par rapport à ce que je voudrais faire avec un signal qui coupe de façon beaucoup plus raide. Et puis finalement, maintenant que je vous ai montré ces exemples de différents filtrages, on peut évidemment continuer à tester avec différentes propriétés de décimation, on peut jouer avec tous les paramètres. Et donc pour conclure cet exposé, jusque-là, je n'ai fait que des acquisitions purement virtuelles, uniquement avec des signaux synthétiques. Et je voudrais quand même essayer de vous montrer ce qu'on peut faire avec des vrais signaux expérimentaux. Et donc, quel est le signal expérimental le plus simple que je peux faire? C'est le son. Donc, comment je fais pour sortir un son, que vous ayez quelque chose à écouter à l'issue de ce traitement? Eh bien, je vais compléter l'analyseur de spectre par la carte son. Donc une carte son, c'est un audio sync. Donc vous pouvez faire la carte son comme source ou comme puits ou selon que j'ai un haut-parleur ou un microphone, c'est soit un puits, soit un microphone ou un haut-parleur, c'est un puits ou une source. Et donc, je peux rajouter un audio sync, c'est-à-dire si je veux une sortie audio-fréquence. Alors évidemment, une carte son, c'est quelque chose qui joue une tension, et une tension, c'est quelque chose de réel. Il n'y a pas une tension imaginaire. Donc si je veux jouer ça, vous voyez que je peux prendre mon bloc signal, je vais commenter tous les autres, je vais les désactiver. Donc je prends mon bloc signal qui est ici, qui cette fois-ci va sortir un flottant. Je peux jouer une certaine fréquence. Et si j'ai une vraie interface matérielle, c'est-à-dire si j'ai du vrai matériel qui va jouer du signal, eh bien je ne vais plus avoir de bloc throttle, puisque rappelez-vous, le bloc throttle, c'est ce qui crée du temps pour GNU Radio lorsqu'il n'a pas d'interface matérielle avec une horloge. Donc ici, je vais retirer ce bloc throttle qui n'a plus lieu d'être, puisque si je veux envoyer un signal audio-fréquence sur une interface, si je veux envoyer un signal sur une interface audio-fréquence, cette fois-ci, la carte son va cadencer le flux de données. Donc, je sais que ma carte son ne peut pas travailler à 32 kHz, elle n'a que des gammes de fréquences prédéterminées, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz. Donc, si je mets à 48 kHz un signal issu de mon signal source ici, et que j'exécute ça, alors j'espère que ça ne fera pas un bruit trop désagréable pour vous à l'autre bout de la liaison. Je n'ai pas de son qui sort parce que j'étais à 0 Hz. Donc si je mets maintenant un son, par exemple un La, donc si je me mets à 440 Hz, pour ne pas faire un son trop désagréable, voilà. Je ne sais pas si vous avez pu entendre à travers mon micro, donc j'ai pu jouer du son depuis le signal source vers l'audio sync. Alors ça veut dire que toutes ces propriétés de traitement du signal qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire par exemple de dire je veux apprendre comment se comporte un filtre et donc je veux par exemple générer un signal qui va être filtré, alors cette fois-ci ça va être des entiers puisque je travaille sur des signaux réels, et bien toute cette activité de traitement du signal que je viens de vous montrer, je peux la mettre en œuvre sur des signaux que je vais écouter. Donc par exemple, dans cet exemple, si je mets mon filtre passe-bas et que j'envoie la sortie sur l'audio sync, vous voyez que je génère du bruit. Je dis par exemple, alors on va faire quelque chose d'un peu plus agréable à l'oreille, je vais prendre un signal que je vais couper à 440 Hz et que je vais faire une transition plus étroite, et ça je peux l'envoyer maintenant sur la carte son de façon à voir expérimentalement quel est l'impact de mes chaînes de traitement du signal sur l'analyse que j'en fais. Donc voilà un exemple par exemple où j'envoie, je
je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, je génère un bruit, je le filtre, et en sortie de carte son, je peux entendre le résultat de mon filtrage. Donc voilà des exemples qui vous permettent de mettre en pratique les traitements du signal, et pas juste sur des choses purement virtuelles. Donc voilà un exemple avec la carte son comme interface de sortie. Donc ça vous montre comment vous pouvez vous interfacer avec la vraie vie, donc en fait mettre des traitements du signal, et si vous avez à une extrémité, soit que ça soit la source radiofréquence, soit que ça soit le puits audiofréquence qui soit du vrai matériel, pensez que dans ce cas, vous ne mettez pas de block throttle. Le block throttle, c'est uniquement si on n'a pas de cadencement matériel dans la chaîne de traitement. Si vous avez une interface avec une horloge matérielle, dans ce cas, vous éliminez le block throttle.